Samedi 14 juin 2025, Rémi Pech, professeur honoraire d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès, qu'il a présidé entre 2001 et 2006, spécialiste des sociétés viticoles, de l'histoire du rugby, de l'histoire politique du Midi occitan et de Jean Jaurès, présentait à la librairie Ombre Blanche son livre 1925 Étienne Billière, un maire visionnaire au Capitole, publié aux éditions Midi-Pyrénéennes dans la collection cette année-là. Alors écoutez, nous sommes donc réunis pour parler du dernier bouquin de la collection Toulouse de cette année-là, qui est une collection magnifique. Mon éditeur qui est là, ici présent, en est à 40 volumes de cette collection Toulouse cette année-là, qui est finalement une très belle collection, où à partir d'un certain nombre d'événements qui sont caractérisés par leur année, on reconstitue différents éléments de l'histoire de Toulouse. Alors, comme cette année, c'était le 100e anniversaire, le centenaire de l'accession au pouvoir municipal au Capitole d'Étienne Billière, on a pensé que ça valait la peine de faire un petit, cette année-là, sur Étienne Billière. Et vous ne sauriez croire comme c'est difficile de ramasser en 50 pages l'œuvre de quelqu'un comme Étienne Billière, qui est une œuvre éclatante et très, très vaste, très multiforme. Mais enfin, on a réussi, et donc c'est pour ça que je suis là. Et donc, mon jeune collègue Tristan Loub, dont vous connaissez certainement le papa, Olivier Loub, qui a animé beaucoup de séances ici même. Tristan, qui est donc mon jeune collègue, agrégé et bientôt docteur en histoire, va animer la séance avec moi. Alors vas-y. Eh bien, finalement, vous voyez, je pensais que ce serait à moi d'introduire, mais Rémi le fait bien mieux. Donc, quelque part, tant mieux, merci. Donc effectivement, moi j'allais vous remercier d'abord, vous, puis ainsi que la librairie Ombre Blanche, de nous accueillir pour cet échange autour de ce livre. Mais commençons directement in medias res à propos donc de qui a été cet Étienne Billière. C'est un livre qui certes parle d'Étienne Billière, mais quand même, il retrace aussi la présence de l'action des milieux socialistes à Toulouse. Il remonte jusqu'au 19e siècle, aller à la fin du 19e siècle, même s'il est centré sur donc le mandat d'Étienne Billière, c'est-à-dire entre 1925 et 1935. Ce que je trouvais très intéressant dans les échanges qu'on a eus avant ça, c'est que quand on a parlé de cette période-là, 1925 à 1935, Monsieur Pech a dit, en tout cas Rémi a dit, que c'était un contexte effroyable. Et je m'explique, en tout cas une période difficile économiquement, difficile politiquement. Et pourtant, dans ce contexte, effectivement, il y a un maire qui reste au pouvoir 10 ans, Étienne Billière, et qui parvient à des réalisations qui sont tout de même remarquables. Ce qui, moi, m'amène à une première question, qui est quand même, cet homme, c'est un peu un inconnu, dans une certaine mesure. Est-ce que tu dirais que la mémoire a oublié Étienne Billière ? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on a oublié quelqu'un qui a réussi à quelque chose d'aussi important dans un contexte aussi difficile ? Il y a plusieurs raisons. Je crois que la raison majeure, c'est que les années succèdent aux années, et là, 100 ans, en fait 90 ans, ça en fait beaucoup, et l'oubli survient, surtout quand des événements énormes comme la Deuxième Guerre mondiale surviennent, et on peut oublier. D'autre part, il n'y a pas à Toulouse de grandes statues symbolisant, fixant, incarnant Étienne Billière. Il y a eu une belle avenue dans son quartier préféré, qui est Saint-Cyprien. Il y a une école, il y a quelques plaques disséminées dans la ville, certaines pas très bien entretenues d'ailleurs. Et puis, on parle aussi énormément
de ceux qui l'ont aidé, c'est-à-dire ses adjoints et surtout les architectes, et en particulier Jean Montariol, un moins connu, l'urbaniste Josely, qui est beaucoup moins connu, mais qui a quand même, lui, il a une petite rue au Mirail, au Pradette, et il le mérite, c'est un grand urbaniste, Josely. Et puis on finit par oublier que tout ça résulte d'une volonté politique et d'une mise à disposition du public de moyens remarquables, puisque beaucoup de réalisations ont été inscrites dans la pierre, dans le paysage urbain que nous vivons tous les jours. Voilà. D'accord. Mais effectivement, il y a quand même un peu une forme, en tout cas, d'estompement. C'est ce que tu mets dans ton livre. Sa mémoire s'estompe un peu. Mais bon, justement, pour essayer de raviver d'abord un peu l'homme Billière et qu'on s'en souvienne un petit peu, il vient de quelle extraction, en fait? Parce que tu dis qu'il est né, enfin, c'est un garçon de Saint-Cyprien, mais dans un milieu purement ouvrier. Son père était charpentier, maître charpentier, comme on dit dans le langage des... Je sais qu'il y a dans l'assistance au moins un compagnon, ancien compagnon du devoir, et donc militant du mouvement des compagnons. Et maître charpentier, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est une signification très forte. Et dans une époque où Toulouse se construisait finalement, hein, c'est un ouvrier émérite, on peut dire, hautement qualifié, mais c'est un ouvrier. Et sa mère était employée à la manufacture des tabacs, qui était la plus grande entreprise de Toulouse. C'était une tabataille, comme on disait à Toulouse, en employant l'occitan, qui était la langue utilisée par tout le monde, bourgeois et éléments populaires, au moins jusqu'à la guerre de 14, et beaucoup encore entre les deux guerres à l'époque de Billière. Voilà, donc il incarne, on peut dire, la classe ouvrière par lui-même. Et lui-même a été ouvrier typographe dans la grande entreprise de l'époque qui, par ses murs, existe encore, rue de la Colombette. C'était l'entreprise Sirven, lequel Sirven, Joseph, a créé beaucoup de choses, mais lui, il n'était pas socialiste, il était républicain, point. Il a créé la Dépêche en 1870 et il a été maire de Toulouse de 1884 à 1885. Et quelques autres inventions, parce qu'en tant qu'imprimeur, il avait une très grosse entreprise. Il a inventé par exemple le bloc-notes, vous savez, où on note les éléments importants de la vie avec le bloc-notes. Et donc, Billière et d'autres militants qui ont été des militants socialistes, parce que Sirven n'était pas sectaire, il ne voulait pas imposer ses vues, il était le patron, il fallait travailler, mais après, il ne s'occupait pas de l'activité politique de ses employés. Et il y en a au moins deux qui ont été des vedettes, on peut dire, de l'époque. L'un qui a aussi un boulevard important à Toulouse, qui s'appelait Charles Defitte, qui lui était un militant blanquiste. Hein. C'était une catégorie de révolutionnaires, si vous voulez, qui croyaient à la possibilité de renverser le système infâme du capital et de le remplacer par le système socialiste. C'était l'idéologie d'Étienne Billière qui regroupait autour de lui pas mal de militants, et dont les radicaux qui ont fini par prendre le pouvoir et par détrôner Sirven, et les radicaux avaient besoin de ces blanquistes, de ces socialistes qui commençaient à émerger. C'est pourquoi dans le conseil municipal, il y avait 4 ouvriers socialistes, dont Charles Defitte. Puis après est arrivé Jean Jaurès, qui lui n'était pas. Il était républicain, centriste de l'époque, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, mais il évoluait petit à petit vers le socialisme parce qu'il se rendait compte que la République ne satisfaisait pas, ne donnait pas une impulsion, un mouvement à un système meilleur, n'effectuait pas de réformes suffisantes. C'est pourquoi il a petit à petit évolué vers le socialisme. Mais le maire, là c'était Ournac, maire très important, c'est lui qui a réalisé la salle des illustres au Capitole, ce qui est quand même quelque chose, il n'aurait fait que ça, ce serait important, mais il a fait autre chose.
Donc voilà un petit peu le paysage dans lequel s'inscrivait Étienne Billière. Et j'allais oublier un troisième larron qui est Albert Bedouce. Albert Bedouce, lui, il était commercial. Il n'était pas ouvrier à proprement parler, mais il avait les mêmes conditions salaires que les ouvriers. Il était chargé, donc il était représentant de commerce de la société Sirven, si vous voulez. Et ils étaient tous copains et chacun se soutenait les autres dans cet espoir à la fois d'une république meilleure et d'une ville de Toulouse qui aurait été un peu plus gérée pour le peuple, en définitive. Mais c'était déjà du peuple, réellement. Et dans l'équipe de Billière, on va retrouver ce type de militants. Hein. Il y aura aussi quelques grands intellectuels comme Gabriel Hélène Prévost, qui lui aussi n'était pas d'une famille très fortunée. Son père était postier. Il a fini un peu gradé dans l'administration des PTT, comme on disait à l'époque, mais enfin, lui-même a pu entrer à Normal Sup, et il est entré en contact avec Jean Jaurès, il était 20 ans plus jeune que Jaurès. Il a participé à la création du journal L'Humanité, dont lui, il était un peu, si vous voulez, au point de vue social et culturel, il était un peu au-dessus de ces ouvriers qui constituaient la liste d'Étienne Billière. Voilà. Donc effectivement, c'est un homme du peuple parmi une équipe d'hommes du peuple. C'est ça. Mais c'est un homme du peuple qui s'était cultivé lui-même. Hein, et en plus, il avait manifesté un état d'esprit extrêmement moderne, puisqu'il a compris que la sténographie, la dactylographie devait passer par de nouveaux systèmes de formation. Il a d'ailleurs lui-même créé une école avec sa femme, qui était institutrice au départ, l'école Billière, dont il y a encore quelques suites qui existent aujourd'hui encore. Et donc, lui-même, il lisait énormément, et Bedouce aussi. C'est des gens qui se sont formés eux-mêmes. Étienne, lui, il était très versé sur l'économie. Il lisait beaucoup de bouquins d'économie. Et après la guerre de 14, vous savez qu'il y a eu des grands débats sur l'inflation, sur les réparations. Il faut réclamer 132 milliards de marques or à l'Allemagne qui ne pouvait pas payer. Résultat, l'inflation a coulé l'économie allemande. Hitler était déjà embossé pour monter, etc. Et Étienne Billière a fait des articles dans le journal de l'époque qui s'appelait Le Midi Socialiste, qui était aussi créé par quelqu'un qui a été ensuite lui aussi intellectuel, puisqu'il était avocat, docteur en droit, Vincent Auriol, hein, ça doit vous dire quelque chose, ça, quand même, Vincent Auriol. Donc, il y avait cet amalgame social de certains intellectuels et puis des ouvriers et des employés. Et d'ailleurs, bon, effectivement, tu parles d'une avant-garde sociale dans ton livre, mais ce qui est aussi intéressant, si on essaie de finir un peu de brosser le portrait de qui était Étienne Billière, c'est que donc, quand on te lit, on comprend qu'il il s'est pas replié non plus sur ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il a eu des échanges aussi et des relations avec des hommes et des femmes aussi, mais qui étaient en dehors de ce... Absolument. Et très tôt, enfin, il a participé. Après, Étienne Billière a fait la guerre de 14. Il a été envoyé au front. Il était sous-officier chargé de l'administration, hein, c'est-à-dire de compter les morts, et reconstituer les régiments dissous, etc. Mais il était au front. Hein, et donc, il a vécu de près le désastre de la guerre, on peut dire, en paraphrasant Goya, les désastres de la guerre. Et quand il est revenu, il s'est trouvé confronté à un Toulouse qui avait d'abord perdu plus de 5000 morts, et puis une ville qui a été très traumatisée par la guerre, parce que d'un côté, la guerre avait poussé certaines fabrications, comme toutes les fabrications militaires, les munitions, etc., qui avaient lieu à l'endroit qu'aujourd'hui on rénove beaucoup, la cartoucherie, hein, qui
conserve le souvenir de cette époque, la poudrerie, la cartoucherie, tout ça, ça tombe après la guerre, bien entendu, dans difficulté d'emploi. Et il y avait aussi les fabrications chimiques. Alors ça a été l'ONIA qui s'est créé justement au moment à l'époque de l'Étienne Bilière, qui a été créé par l'État et qui a engendré diverses difficultés, dont l'explosion relativement récente de l'usine, et puis surtout l'aéronautique. Hein, l'ATCOR a commencé de produire des petits avions. Alors quand on lit les statistiques, on est étonné, puisque c'est plus de 1000 avions qui ont été produits à Toulouse entre 1917 et 1918. C'était une activité énorme. Et donc là, nous avons une nouvelle classe ouvrière qui va arriver sur le terrain, on peut dire. Il faut loger tout le monde, il faut assurer de l'emploi. Et donc, c'est un grand nombre de défis qui se présentent. Or, pour faire face à ces défis, les édiles, les élus municipaux en place, qui étaient des socialistes, dont un a laissé un souvenir, et surtout avait une extrême popularité à l'époque, c'était Jean Rieux. Vous savez, l'avenue Jean Rieux, qui va sur la route de Revel, et qui est un quartier coté aujourd'hui à Toulouse. Eh bien, Jean Rieux a été battu à l'issue de la guerre de 14, en décembre 1919. Sa liste a été battue. Elle a été battue de peu, mais elle a été battue par une coalition dénoncée comme monstrueuse, avec les radicaux qui voulaient récupérer la ville qu'ils avaient longtemps administrée, avec Ournac dont j'ai parlé, avec Honoré Serre, qui lui aussi a eu une avenue. Et ces radicaux, d'après la guerre de 14, se sont alliés avec la droite. Et même il y avait un royaliste militant, membre de l'Action française au départ. Enfin, après, il a plus cotisé à l'Action française. Mais après, cette municipalité un peu ambiguë, comme disait Bedouce, un peu panachée, elle n'a pas fait finalement grand-chose. Hein. Elle a rafistolé le Capitole, qui avait été l'objet d'un incendie destructeur en 1917. Alors ça, quand même, le théâtre du Capitole, il faut l'arranger, c'est sûr. Elle a ouvert une deuxième centrale hydroélectrique au Ramier, vous l'avez toujours, et elle produit toujours cette centrale électrique. Et les radicaux, qui n'étaient pas des socialistes, des républicains modérés, ils ont trouvé moyen de confier la nouvelle centrale à une vieille société, une très vieille société qui remontait au Moyen-Âge, la société du Bazacle, qui administrait déjà la première centrale hydroélectrique qui datait, elle, de 1888. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont à la fois très éloignées de nous, mais très présentes, puisqu'elles fonctionnent encore. Hein. Alors, les socialistes, évidemment, ils n'étaient pas contents d'avoir été vidés de la mairie. Et même de la représentation des députés. Ils avaient 3 députés, et puis ils n'en avaient plus qu'un, Vincent Auriol. Heureusement, c'était le meilleur. Hein. C'était le meilleur orateur, et quelqu'un de jeune, à ce moment-là, et très, très vaillant. Et donc, ils ont conduit plusieurs campagnes, toutes d'ailleurs victorieuses, très tôt, à partir de 1920. Ils ont raflé tous les postes de conseillers généraux, les élections partielles, etc. Donc il y avait un mouvement ascendant de cette tendance socialiste, reconstitué difficilement, puisque le Parti socialiste avait éclaté. C'est le congrès de Tours, 1920, Parti communiste, très minoritaire à Toulouse, mais avec des militants vaillants, qui étaient notamment des employés PTT, comme Crast, par exemple, qui ensuite il a été conseiller général. Et donc, Étienne Bilière faisait partie de ce mouvement sans en être vraiment le chef au départ, puisque ceux qui étaient en vue, c'était Bedouce, qui avait été maire pendant quelques mois et puis député, continuellement, jusqu'en 1919 où il a été battu, et Jean Rieux, dont j'ai parlé. Et c'est eux qui arrivent en tête sur la liste, et Bilière n'était que 6e. Et Bilière, qui avait été quand même adjoint en 1906, à 30 ans, il n'y avait pas 30 ans, et adjoint de nouveau en 1912, chargé de... Alors, parfois,
on ironise un peu, il était chargé de l'état civil et des cimetières. Et c'était pas si anodin que ça, parce que, étant aux pompes funèbres, on peut dire, il connaissait toute la population. Et c'était quelqu'un qui avait une grande popularité, un charisme, on dirait aujourd'hui, un charisme populaire. Il savait parler aux... Et d'ailleurs, là, sur les quelques photos qu'on a, parce qu'on a des séries de photographies donc de Marius Berger en particulier de cette époque-là où on le voit. D'ailleurs, on voit aussi que c'est quelqu'un qui en impose, il dépasse de la tête et des épaules de tout le monde. Enfin, coupe à brosse, impressionnant en tout cas, dynamique, et ouais, et être plutôt bien apprécié. D'ailleurs, tu racontes cette histoire où il soufflette un journaliste qui se moque de sa famille, il a castagné, oui. Et qui donc derrière il est puni, il doit faire une journée de travaux d'intérêt général, et finalement ça lui a profité parce que les gens étaient regarde Étienne, là, il est en train de paver la rue, Coussibar Étienne. Et voilà. Donc voilà. Un peu une force de la nature. Mais d'ailleurs justement, donc ça, là on comprend plein de choses d'Étienne Blière. Surtout moi, ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, parce que tu le dis aussi dans ton livre, c'est qu'en fait il cherche pas à être personnaliste. En fait, comment dire, il se met pas lui forcément en avant. Non, il n'avait pas un ego surdimensionné, comme on dit parfois pour critiquer des gens qui sont un peu vantards, un peu bavards, comme on dit à Toulouse. Et pourtant, tu le dis, et ça, je pense qu'il faudrait qu'on clarifie quelque chose qui est central quand on parle d'Étienne Blière. Tu dis à un moment donné, qu'il a incarné un courant politique particulier. Ça a été assez, comment dirais-je, de justesse, parce que Bedous et Rieu avaient été réélus députés, de nouveau élus, pas réélus, de nouveau élus en 1924, dans la vague de ce qu'on a appelé le cartel des gauches, alliance électorale, un peu comme la NUPES, si vous voulez, entre les radicaux et les socialistes SFIO. Mais donc, il y avait Bedous et Rieu en tête. Après, il y avait 2 ou 3 seconds couteaux. Et puis, notre Blière qui est arrivé 6e. Mais on n'avait pas décidé qui allait être maire. Alors, qui est-ce qui va décider ça? Eh bien, c'est la section toulousaine de la SFIO. C'est la section du Parti Socialiste SFIO qui a duré très longtemps. Aujourd'hui, il y a plusieurs sections qui sont peut-être moins peuplées d'ailleurs que la grosse section toulousaine qui existait à l'époque. Et il y a eu un vote et Blière a été désigné de justesse par 310 voix, je crois, contre 298 à Hélène Prévost, qui paraissait... Prévost avait été député, il passe pas en 24, Prévost, mais enfin, il était disponible pour... et c'était un professeur agrégé de lettres, mais qui s'était reconverti un peu dans les activités privées. Donc, il cochait un certain nombre de cases, mais pas la case populaire, si vous voulez. C'est pour ça qu'il a été préféré par les militants de base. Et nous avons Blière qui, à ce moment-là, a émergé. Et il arrive, et dès qu'il est au pouvoir, il présente 2 grands projets. Il avait dit, on va reprendre le travail qu'on a commencé avec Bedous et Rieu, et continuer à développer Toulouse, et surtout à prêter assistance aux plus pauvres, et à essayer de soulager la misère, et d'équiper Toulouse en matière d'école, d'instruments, enfin d'équipements publics, bibliothèques, bains-douches à l'époque. Même une usine d'adduction d'eau, qui est un gros problème pour Toulouse. Des lavoirs aussi. On m'a révélé récemment qu'à Bonnefoy, il y avait un lavoir marqué 1929. C'était à Blière. Voilà. Mais d'ailleurs, alors, moi justement, je disais ça parce que, donc, effectivement, en termes de mémoire, il n'est pas un peu estompé, mais enfin, il incarne quelque chose aussi, mais il incarne aussi un courant politique surtout, qui est cette espèce de chose qui paraît évidente quand on le dit, mais qui en fait ne l'est pas du tout, qui est le socialisme municipal. Et donc qu'est-ce que c'est le socialisme municipal? Parce que dès qu'on en entend parler en France, en réalité on parle de Lille, on parle de Fresnes, on parle de quelques endroits, oui. Mais en réalité l'exemple qui revient souvent c'est le Toulouse d'Étienne Blière. Mais qu'est-ce que c'est quoi le socialisme municipal finalement? La conception du socialisme municipal, elle remonte aux origines du socialisme en France, dans les années 1880, après le coup de bambou qu'a été, mais c'est plus que ça, le massacre qu'a été la Commune de Paris. Ici à Toulouse, on a eu une petite commune qui a duré 3 jours et avait 0 mort, on n'a pas honte, ça va bien qu'il n'y ait pas eu de mort à Toulouse. Mais enfin, bon, il y avait un affaiblissement certain de ce courant. Il se reconstitue
avec deux tendances, en fait, il y en a eu 3 ou 4. J'ai parlé tout à l'heure un peu des blanquistes, mais il y avait les guédistes. Alors, les guédistes, c'était des marxistes. Et ils avaient retenu de Marx un certain nombre de points théoriques, de doctrines, la lutte des classes, la baisse du taux de profit et l'exploitation des salariés. Et ça, c'était pour compenser cette baisse, et la paupérisation des ouvriers, en définitive. Et donc, il faut préparer la révolution. Dans cette optique-là, le pouvoir municipal n'était pas la première urgence, si vous voulez. Et puis alors, il y a eu toute une partie des socialistes autour de Brousse, qui était un médecin social, médecin des pauvres, à Montpellier. Et Brousse, lui, a écrit un bouquin spécial sur le socialisme municipal en disant les municipalités, ça fait plus de la moitié de la question sociale. Il faut développer des dispensaires, il faut développer des bureaux de bienfaisance, il faut développer tout ce qui peut élever le niveau de vie matériel et spirituel aussi des ouvriers avec les établissements scolaires. Il faut encourager les syndicats aussi. Alors c'est aussi le mouvement des boursiers du travail. Celle de Toulouse est une des premières en France. Donc, si vous voulez, il y avait une tradition du socialisme municipal qui n'était pas particulièrement marxiste ni guédiste. Mais il y a eu une évolution qui s'est produite du fait que les guédistes, qui étaient très bien organisés, c'est eux qui ont installé en France les sections socialistes militantes et les fédérations, et qui ont gagné des élections, parce que leur objectif, c'était de propager leur doctrine de marche au socialisme, en définitive. Et donc, ils ont remporté des élections, surtout dans le nord de la France, à Lille, à Roubaix, etc. Et donc, ils ont été obligés, pour ainsi dire, de gérer, alors qu'au départ, ils n'avaient pas envie, au départ. C'est comme des coopératives, ils s'en méfiaient aussi des coopératives. Ils disaient, on ne va pas constituer un système hybride entre le capitalisme et le socialisme. Non, il faut abolir le capitalisme et construire le socialisme. Et pourtant, ils ont été obligés d'encourager les coopératives, de consommation surtout, parce qu'avec les ristournes et les cotisations, ils pouvaient développer leurs actions politiques. Hein. Et donc, Billière, il incarne un petit peu l'évolution, puisque lui, il était plutôt rattaché à la tendance guédiste, à la tendance de gauche, si vous voulez, dans le socialisme. Et il a toujours été attaché à une tendance révolutionnaire dans l'esprit, en tout cas. Hein. Mais en plus, il a nourri, si vous voulez, son engagement. Et il connaissait l'administration, puisqu'il avait été adjoint pendant 10 ans. Et donc, et aussi un peu un chef d'entreprise avec l'école qu'il avait fondée avec sa femme, l'école de sténodactylo. Donc, c'était quelqu'un extrêmement dynamique, compétent et positif, productif. Et tout de suite, il a compris qu'il pouvait réaliser beaucoup de choses avec son équipe. Il a constitué une équipe autour de lui extrêmement forte, parce que c'était des gens engagés et compétents et désireux de bien faire, et totalement désintéressés au point de vue matériel. C'est parce qu'ils soupçonnaient aussi toujours les radicaux, à tort ou à raison, de combinaisons. Il y avait des adjudications, il y avait le leader des radicaux, qui lui aussi a droit à un boulevard à Toulouse, Paul Feugat, surnommé Tocomanetto, parce qu'il était un peu démago, quoi. Quand il traversait la place du Capitole, il poutounégeait, il brassaigeait, il serrait les mains, et bon, et tout le monde a toujours fait ça à Toulouse et ailleurs, d'ailleurs. Mais bon, Billière, nous, on va travailler sérieusement. Ça ne l'empêchait pas d'être accessible et ouvert. Donc finalement, quelque part, le socialisme municipal, en tout cas celui de Billière, je me dis si je travestis la chose, mais c'est des révolutionnaires assagis qui décident de faire ce qu'ils ont, plutôt des pragmatiques qui décident de faire quelque chose avec ce qu'ils ont entre les mains, quoi. Je pense qu'il n'y avait plus que ça, parce que
Billière, pour lui, la commune était un point de base, une cellule de base qui allait développer le socialisme ultérieur. Hein. C'est en pratiquant cette gestion sociale et culturelle de proximité, toujours, et avec l'aide de la commune, que les idées socialistes allaient pénétrer et qu'on pourrait passer au stade supérieur qui est l'installation du socialisme. Ce qui fait d'ailleurs, on en parlait, en tout cas j'avais trouvé, tu m'avais dit peut-être, peut-être pas, parce que Paul Brousse, pendant un temps, a des accointances avec les milieux anarchistes, qui sont les grands oubliés du monde socialiste. Et même Gued. Et les communards eux-mêmes deviennent beaucoup anarchistes à la suite, au-delà de Louise Michel que tout le monde a en tête. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de parenté, c'est intéressant. Mais plutôt... Est-ce que, justement, ce communalisme, en fait, ce centrement-là sur le socialisme municipal, est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait qu'Étienne Billière, qui quand même devient de plus en plus connu, il devient ne veut pas aller plus loin et ne cherche pas à avoir des mandats nationaux? Bon, je pense que c'était, à la base, un Toulousain. Billière, il est né à Saint-Cyprien, il y a vécu très longtemps. Quand il a eu un peu de monnaie de côté, personne ne l'a jamais. Si, à un moment donné, il avait touché un ou deux jetons de présence dans une banque franco-italienne chargée d'aider les immigrés italiens dans les années 20 qui commençaient d'arriver. Mais sinon, jamais on l'a accusé d'avoir mis de l'argent dans sa poche, Étienne Billière. C'était quelqu'un de très intègre. Et donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, il faut m'aider. Aide-moi, tu es là pour ça. Oui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu aller voir plus loin? Donc, il n'avait pas envie de partir de Toulouse. Son entreprise, il l'a remise à sa femme. Sa femme l'a fait fructifier alors que tu les élèves, etc. Donc, il ne s'en occupait pas du tout. Mais il aurait pu se présenter facilement aux élections générales. D'autant plus que Hélène Prévost, il a ramassé 2 vestes. Comme on dit à Toulouse. Il a été battu 2 fois, Hélène Prévost, alors qu'il était brillant. C'est un brillant orateur, très cultivé, etc. Bon, le fait d'avoir bifurqué sur le privé, ça ne plaisait pas beaucoup. Et puis, il a été battu par les radicaux, notamment en 1928. Bon. Et tandis qu'Étienne, lui, une fois qu'il a été au Capitole, il s'est installé. Il a dit, attention, on ne va pas tout faire. Les mandats étaient au départ de 4 ans. Le premier mandat de 6 ans, c'est celui de 1929, qui est arrivé en 1935, qui était en train d'expirer au moment où lui-même a expiré. Bon, voilà. Oui, parce qu'il meurt en exercice, Étienne Billière. Ah oui, tout à fait. Il était allé voir son fils à Alger, Marcel, qui lui aussi avait une carrière politique intéressante à Tarbes plus tard, et qui a été, soulignons-le, un grand résistant et un protecteur des Juifs. Il figure au mémorial de Yad Vashem à Tel Aviv. Marcel Billière. Eh bien, et Marcel, à ce moment-là, était à Alger, je ne sais pas ce qu'il faisait, il était dans les activités commerciales peut-être, mais ensuite il s'est stabilisé comme un directeur d'hôpital. Et donc, là, Billière était diabétique. Il a marché sur une planche avec un clou pourri, rouillé, et il a chopé un tétanos ou quelque chose comme ça. Et il est revenu à Toulouse, comme on dit, entre 4 planches, quoi. Il était mort. Donc, ça a frappé tout le monde, surtout que c'était juste à la veille des élections municipales, qui ont été encore une 3e victoire au premier tour pour la liste socialiste. Ce qui est remarquable, parce que dans la plupart des élections municipales à Toulouse, il y a toujours 2 tours. Il n'y a que 2 maires qui ont été élus au premier tour à quelques élections. C'est Billière et Dominique Baudis. Et après tous les autres, il a fallu plusieurs tours chaque fois. Donc, si vous voulez, là, on peut mesurer quand même la popularité. Et surtout le souci de coller à la base. Parce que si on prend j'ai pas eu le temps de tout développer. Il y a encore des recherches pour les jeunes, comme Tristan. Et donc, dans la liste, il y avait 36 conseillers à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a le double, je crois, à peu près. Et ce serait 36 conseillers. Donc, il y avait 4 cantons
4 quartiers. Toulouse était divisé en 4. Il y avait 9 conseillers par canton. Et chaque fois, donc, on sélectionnait en fonction aussi de, bon, dans le quartier Saint-Aubin, etc., où il y avait beaucoup de postiers, de cheminots, et on mettait des cheminots et des postiers. À Saint-Cyprien, on mettait plutôt ceux qui étaient dans l'industrie chimique, métallurgique, etc. Les ouvriers, bon, de côté des premières usines aéronautiques, la TECOR et Saint-Martin-du-Touche et tout ça, et ça faisait une autre clientèle, enfin, un autre groupe humain qui était représenté. Et ça, c'était quelque chose, si vous voulez, qui n'était pas ajouté du sommet. C'était conçu de la base par la section socialiste et par la popularité que pouvaient avoir les individus qui étaient propulsés. Et alors après, il y avait un grand partage des tâches. Et si vous prenez le bulletin municipal que vous pouvez trouver avec Google facilement, Billière, qui est extrêmement attentif à la communication, parce que justement, sa science de la dactylographie, de la sténo, tout ça, et de la photographie, avait alimenté ce goût de la communication. Vous avez la binette des différents conseillers municipaux qui étaient chargés, qui présidaient, qui étaient délégués à tel et tel secteur, délégués dans telle et telle commission, etc., et qui incarnaient cette diversité populaire du parti à ce moment-là. Oui, et d'ailleurs, effectivement, oui, c'est toujours assez touchant de les voir poser là, dans leur bureau. Bon, après, là, on pourrait commencer un peu à rentrer dans les différentes réalisations donc, de cette mairie pour comprendre. Alors, on a parlé de l'adduction d'eau, on a parlé des écoles, on a parlé, mais il y a un événement, j'aimerais bien t'entendre parler à tout le monde, que je trouve très intéressant, c'est que tu dis à un moment donné, c'est autour de lui que pour la première fois, on tente quelque chose qui, on pourrait presque appeler du bout des lèvres de la mixité sociale. Et alors, oui. cette histoire-là qui est quand même très intéressante à raconter. Oui, ça c'est la grande pensée de Billière. Bon, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, il y avait un déficit de logement, hein, parce que ce qui s'était produit dans les années précédant la guerre de 14, qui n'était pas complètement fini, c'était la restructuration du centre autour des deux grandes percées, la rue Alsace et la rue de Metz. Et tous les pauvres qui vivaient dans les immeubles qui ont été détruits ou reconstitués, etc., ont été éjectés. Et souvent, ils ont fait dans les faubourgs des petites maisons, des toulousaines, dont certaines existent encore, plus ou moins rafistolées. Et donc, c'était une urbanisation extrêmement anarchique. Alors, la première idée, ça a été sous l'influence de Josely, dont j'ai déjà parlé, qui était un architecte de renommée internationale, parce qu'il avait participé dans sa jeunesse à l'extension de Barcelone. Vous savez, quand vous allez à Barcelone, il y a le centre médiéval, et puis il y a ce que les Catalans appellent les Champles, ou en espagnol, je ne sais plus comment on dit, enfin les Champles. Et donc, Josely avait travaillé à ça. Et puis, il avait travaillé aussi en Angleterre et a pris la constitution des cités-jardins. Alors, ces cités-jardins, c'était de constituer comme des hameaux, si vous voulez, avec quelques espaces verts, un équipement scolaire, automatiquement. Et on a fait un grand nombre de ces cités-jardins. Mais au départ, ils trouvaient qu'ils étaient trop éloignés des usines. Berliat, qui a été chargé de ça tout de suite en 1925, a fait des articles que vous avez dans le bulletin municipal où il dit qu'il faut être prudent pour développer ces cités-jardins. Et ils ont foncé là-dedans quand même assez rapidement et ils ont quadrillé un petit peu. Toulouse a un avantage, c'est que le territoire communal était immense, 12 000 hectares. C'est un des plus grands territoires communaux de France. Le plus grand, c'est Arles. Puis il y a Narbonne qui n'est pas très loin. Mais Toulouse a un grand territoire. Donc, on a constitué des cités-jardins un peu partout. Bon, vous avez la cité-jardin de Fontaine-Lestan. Il y avait
aussi les cités-jardins, la cité du Nord, qu'on appelle parfois la cité de la Salade, qui a été complètement détruite aujourd'hui, qui était après la barrière de Paris. Il y en avait aussi à la Juncasse. Enfin, bon, il y avait beaucoup. Donc, c'était quand même une poignée. Je crois qu'il y a eu en tout 600 ou 700 logements. Donc, il fallait passer une vitesse supérieure. Et là, on a conçu des cités importantes. Et la plus importante, c'est la cité du Grand Rond. Et cette cité du Grand Rond, qui n'a été finie qu'après la mort de Billière, mais elle a été décidée sous Billière, tout a été voté, tout a été organisé. Là, il y a plusieurs milliers de logements qui ont été créés. Il faut quand même voir que c'était un défi extraordinaire d'implanter une cité populaire à côté du quartier le plus aristocratique et le plus bourgeois de Toulouse, qui est le quartier Saint-Étienne. Oh, on n'allait pas croire que ça a été admis d'un seul coup. Les Toulousains de Toulouse, d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous font partie, je les connais et j'en suis moi-même. Et a fait un barouf terrible en disant on ne peut pas raser l'allée des soupirs, c'est pas possible. Et Étienne Billière a dit non, non, on la rase pas, mais on va la changer un petit peu, elle sera décorée autrement. Et donc, ce sont de grands architectes qui ont travaillé, en particulier Montariol et Armandari, qui ont constitué ce bel ensemble d'HLM qui est au Grand Rond. Et je crois que ça a été quelque chose, avec évidemment tout le confort attaché, avec des salles de bain, et en même temps une décoration artistique. Hein. Vous avez les parvis, les tympans qui recouvrent les accès à cette cité du Grand Rond, qui ont été faits par Parère, qui a été un grand sculpteur toulousain, que vous retrouvez à la bibliothèque municipale, que vous retrouvez à la statue de Jaurès, vous ne le retrouvez pas parce qu'il ne reste plus que le buste, et c'est même plus Parère, mais à l'époque, une très belle statue de Jean Jaurès. Oui, et en fait, là, dans cette histoire du Grand Rond, moi, je voulais t'en faire parler aussi, parce que on retrouve, en fait, on retrouve cet Étienne Billière-là qui... tout en étant tout à fait certain de son envie socialiste, de sa décision socialiste de faire quelque chose là, de trouver, d'installer des logements pour celles et ceux qui en ont besoin, n'a pas non plus claqué la porte sur le nez des Toulousains du Vieux Toulouse, enfin de l'association, et leur a dit bon, très bien, trouvons un compromis, discutons, faisons en sorte que l'endroit ne soit pas non plus laid, mais à un moment donné, il y a des impératifs. Et ça, c'est quelque chose qui fait toute sa carrière en réalité politique. Et tout le monde pouvait profiter du Grand Rond, du Jardin Royal, du Jardin des Plantes, qui était conçu depuis le XVIIIe siècle. Donc, si vous voulez, il y avait une pensée d'urbanisme tenant compte de la tradition, mais allant vers la nouveauté en même temps, quoi. Et c'est ça qui a fait aussi la grande popularité de Billière. Bon, moi j'ai une autre question. Le titre du livre, si on y revient, c'est, enfin pas dans le titre du livre, tu dis à un moment donné, Étienne Billière, c'est un maire visionnaire. Alors, moi peut-être que tu as déjà des choses à nous expliquer sur pourquoi visionnaire. Moi j'ai un bout de question dans son rapport à la politique internationale que je crois qui est intéressant à dire, parce que alors c'est un hyper toulousain, Étienne Billière, hein, plus toulousain que lui c'est difficile. En tant qu'homme politique. En même temps, comme tu l'as dit, on l'a accusé d'avoir protégé. Ça a été dégonflé. Ça a été très vite dégonflé. D'ailleurs, de la même manière qu'on l'accuse aussi d'avoir eu des malversations immobilières. D'avoir acheté des terrains à l'Ardenne, c'était pas vrai. Pas plus, pas sa mieux. Maison, puis voilà. Mais en revanche, il a quand même, et dès 1926, c'est-à-dire le lendemain presque de son élection, il a un œil sur un mouvement international. Voilà, qui est le fascisme. Et Billière a été un des champions de la lutte antifasciste. Hein. Il a été choqué par le fait que quand la reine d'Italie est morte, il y a eu une grande messe à Saint-Étienne et il a débarqué une trentaine de jeunes Italiens avec des chemises noires. Qu'est-ce que c'est ça? Il a convoqué le consul d'Italie pour l'engueuler. Et il a écrit des articles, il y a eu des manifestations en 1926. Donc déjà, Mussolini était au pouvoir depuis 3 ans ou 4 ans, si vous voulez. Et il a été un peu aidé par le fait que, traditionnellement, on n'a pas fait de cadeau à Billière. La droite toulousaine était puissante, elle a dénoncé sa politique sociale,
constamment, etc. Mais à la tête de l'archevêché de Toulouse est arrivé quand même quelqu'un qui était un peu différent, c'est le cardinal Saliège. Enfin, il a été cardinal beaucoup plus tard. Hein. C'est Jules Saliège. Et Saliège a dit il faut pas trop attaquer Billière, hein, bon, parce que il faut s'occuper des pauvres, etc. Bon, il n'y a qu'à relire l'Évangile, etc. Et surtout, il a même participé avec Billière à une réunion en mars 1933. Hein. Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933 ou le 31, hein, l'acte d'habilitation nommé par Hindenburg, chancelier, et puis après c'est fini. Bon. Et au mois de mars, au Capitole, au théâtre du Capitole, il y a une réunion politique qui s'organise pour dénoncer la persécution des Juifs, hein, avec Étienne Billière, Saliège et d'autres éléments, notamment de l'université, des juristes, des littéraires, etc. Et ils tiennent une réunion là-dessus. Donc, si vous voulez, il y a cet aspect. Autre aspect, c'est les relations avec l'Espagne. Billière a été toujours attentif à garder des liens étroits avec Barcelone. Bon, vous verrez, Toulouse, c'est à l'époque 250 000 habitants, à son maximum. Et Barcelone, c'est une ville millionnaire en habitants déjà à cette époque. Mais il y a une parenté linguistique, une parenté culturelle très forte, peut-être même aussi des idées, des rêves d'une société différente. Et là, on retrouverait les anarchistes dont tu parlais tout à l'heure. Et tout ça a été cultivé par Billière. Premièrement, on oublie aussi, parce que Franco a tout vitrifié rapidement, on oublie que l'Espagne a connu dans les années 20 une dictature moins sanguinaire que la sienne, que celle de Franco, mais qui existait, celle de Primo de Rivera. Et les politiques ou les intellectuels persécutés par Primo de Rivera, où est-ce qu'ils sont allés? Où est-ce qu'ils sont venus? À Toulouse. En particulier, Francesc Macià, qui a été le premier président de la Catalogne. Et d'autres. Et donc, tout ça, bien accueilli. Et lorsque Macià est mort, Billière était ministre, était maire, je veux dire, il s'est rendu à Barcelone, il était au premier rang du cortège pour l'enterrement de Macià. Et d'autres, hein, des poètes, des artistes peintres, etc., qui ont fréquenté Toulouse. Si vous voulez, et c'est pourquoi Toulouse a été tout de suite, au moment de la guerre d'Espagne, un foyer de soutien à l'Espagne républicaine, et puis un foyer d'accueil pour les républicains vaincus par Franco, Hitler et Mussolini. Hein, puisque la guerre d'Espagne, on s'en est rendu compte après coup, mais c'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc, on peut dire qu'il y avait une pensée globale et ouverte à l'univers, et ce qui est d'ailleurs le propre des disciples de Jaurès, que Billière citait souvent, et pour lequel il a édifié la plus belle statue, qui était celle de Toulouse, et qui maintenant est un peu rikiki. Mais enfin, j'ai demandé au maire actuel s'il envisageait de refaire la statue. Il m'a dit qu'il a éludé le problème. Militon. Et alors, d'ailleurs, justement, je trouve que ce qui frappe, en fait, quand on lit ton livre sur Étienne Billière, en réalité, c'est qu'on lui cherche des défauts. Et on a du mal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, très honnêtement, qui frappe par son intégrité. Et je trouve que le plus beau témoignage de son intégrité, c'est tu finis presque ton livre là-dessus, et je trouve ça très intéressant. C'est cette lettre qu'il laisse au futur maire de Toulouse, dont, si moi, là, j'en ai noté un extrait, je lirai avec plaisir, mais qui est très belle, je trouve, si tu me le permets, qui dit en fait beaucoup de ce personnage. Alors il dit, donc il s'adresse au futur maire de Toulouse 50 ans plus tard. Il lui dit « Je pense à vous avec l'espoir, ou plutôt la certitude, que vous ne renierez pas l'œuvre modeste mais passionnément dévouée qui fut la nôtre. Ne dites jamais « Je suis venu trop tard dans un siècle trop vieux ». On ne vient jamais trop tard tant qu'il reste du bien à faire, un devoir à accomplir, une injustice à réparer, une misère à secourir, un idéal à poser devant soi. Et ça, il le dit en 1934. Et je trouve que c'est d'autant plus frappant qu'il l'a vécu par ces mots, en fait. C'est ça. Et il a dit ça lors de la rénovation. Enfin, c'était un cinquantenaire du lycée Saint-Cernin, où Jaurès avait enseigné.
un an ou deux, dans les années 80, au début de ce lycée, qui était un lycée de filles, mais qui est un lycée laïque, contrairement à ce que son nom parfois suggère, puisque c'était Saint-Cernin. Voilà, et Dominique Baudis, en 84, c'est-à-dire pour le centenaire véritable de Saint-Cernin, était aussi à ses débuts, puisqu'il avait succédé à son père l'année précédente. Et je crois que ça, c'était effectivement un hommage important qui montre la force de la mémoire de Billière. Et d'ailleurs, ce sera ma dernière question avant de vous écouter, vous, puisque il s'agit quand même qu'on échange, bien évidemment. Oui, on a le temps. On a le temps, soit. Mais moi, une question qui m'est venue un petit peu aussi en discutant donc, avec ton éditeur, et c'était donc, on me disait que quand même c'est un homme qui mériterait finalement encore plus de pages. Est-ce que toi, parce que c'est le 3e livre que tu écris dans cette collection, c'est pas le premier, et c'est une collection qui est très percutante, très efficace. Si tu le dis, pourquoi pas. Ah, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Mais est-ce que ça a été particulièrement compliqué de faire rentrer Billière ou pas dans cette histoire-là? Ça a été un peu compliqué dans la mesure où il y a une charte éditoriale. On prend un événement. On décrit l'événement. Là, l'événement, c'est l'installation au Capitole. Bon, ça, c'était facile à faire, pas de problème. Mais la deuxième partie, c'est l'amont. Donc, il fallait résumer la montée progressive dans les difficultés. Les isanies internes, l'opposition à la droite, puis la guerre 14. Ça, il fallait le traiter. Mais il fallait aussi casser quelque part, évidemment, toutes les réalisations de Billière, parce que la troisième partie, c'est la mémoire. Donc, on a eu quelques difficultés, on a remanié un petit peu, à plusieurs reprises, le plan, tout en intégrant les différents éléments, parce qu'on ne pouvait pas passer sous silence. Moi, j'aurais aimé développer certaines choses que je n'ai pas pu développer. Par exemple, la façon dont il travaillait avec les commissions municipales et avec la répartition du travail entre les adjoints et en associant les différents adjoints aux différents thèmes, aux différents secteurs dont ils étaient les responsables. Et je crois que là, ça a été un modèle un petit peu de manager municipal. Et ça, j'ai pas pu. On ne pouvait pas tout stresser. Non, mais c'est vrai que pour aller dans ton sens, là, moi, pour apporter un petit peu du bout de ce que j'ai pu voir de son travail, puisque j'ai travaillé un peu aussi sur l'administration Billière, effectivement, en la comparant à d'autres villes françaises, c'est vrai que ce recours à la commission est assez particulier et il le fait très bien. C'est-à-dire qu'il est à la fois partout et nulle part. Il passe la tête, il organise ses équipes et il s'en va. Parce qu'il est plus compétent. Mais il admet très facilement, j'ai l'impression, ça. Oui, mais il savait déléguer. D'ailleurs, dès le départ, vous avez la liste des adjoints et puis le maire, il n'a pas de portefeuille. Il avait le contentieux, c'est-à-dire le contentieux, s'il y a des conflits, à la fois entre les adjoints ou avec les administrés, c'est lui qui s'en charge. Et il s'en est chargé, y compris lorsqu'il était fautif lui-même, en faisant des travaux d'intérêt général, comme on l'a déjà évoqué. Donc, il était, ce qu'on peut évoquer aussi, le fait que Léon Blum, lorsqu'il a été président du Conseil, il n'a pas pris de portefeuille, ce qui était rare sous la Troisième République. Le président du Conseil était toujours ministre de quelque chose, ministre de l'Intérieur la plupart du temps, Clémenceau, et puis bien d'autres. Et donc, il y a cet aspect du travail collectif qui est très important. Donc, je crois qu'il reste à la fois par les réalisations qu'il a laissées et aussi par la façon dont il a travaillé. Et par ce qui était chez lui très important, c'est d'associer les utilisateurs avec les responsables et de rester toujours en contact avec la population. Et il était constamment à l'écoute. Je ne sais pas, il faudrait étudier la structure
du bâtiment, du Capitole. Vous savez que le Capitole, c'est quand même un bâtiment extraordinaire, avec le théâtre qui est intégré au bâtiment municipal. C'est quand même quelque chose de formidable, ça. Avec la rue qui traverse, et que maintenant, malheureusement, il faut montrer patte blanche pour traverser cette rue. Moi, quand je suis arrivé à Toulouse, ça m'avait frappé. Et j'avais de vieux parents, un oncle et une tante, qui m'ont fait découvrir Toulouse. Et j'étais étonné du fait que c'est une rue qui était très fréquentée. C'est-à-dire que le peuple irrigue constamment, symboliquement, le monument. La salle des illustres est un lieu de passage, en définitive, et c'est un musée en même temps. Et il est accessible gratuitement dès le début, et volontairement, comme ça. Donc, il y a une volonté affichée, et le buste de Jaurès, évidemment, en bas de l'escalier, il y est depuis le début, et personne n'a jamais voulu le déboulonner, et c'est pas possible. Donc, c'est une conception du socialisme qui est une conception, je dirais, de démocratie, de proximité, qui reste toujours, au moins dans l'esprit, présente. Voilà. Allez, et peut-être un dernier élément, après je cesse. Il faut que j'ai le temps de signer, parce qu'il faut oui. nous acheter. Oui, mais même deux. Non, c'est justement pour faire le pont avec un autre ouvrage de cette collection. Il y a un ouvrage donc sur 1934. Et donc une manifestation, là, parce on a parlé de l'antifascisme d'Étienne Billière, puis de l'antinazisme, et finalement, en 1934, au moment de la montée des ligues d'extrême droite, Billière, alors moi j'ai trouvé des photos, je sais pas si tu le savais, mais j'ai trouvé des photos où on voit Billière qui nous dépasse, en chapeau au ras des sourcils, à nouveau, c'est sa carrure impressionnante, qui dépasse d'une manifestation à Toulouse qui a été, donc ça je vous invite aussi, si jamais vous ne le saviez pas, à vous intéresser à cet ouvrage-là, une manifestation particulièrement violente contre la venue de Tétinger, c'est ça ? Tétinger, oui. Et il y a eu un mort, un pauvre garçon de café qui s'est trouvé là, il est mort. Et donc, Billière a fait un discours, et je donne 2 ou 3 phrases où il dit c'est le sang des martyrs qui prépare la société future, etc. Mais enfin, bon, on sent il y a beaucoup d'émotions qui passent là-dedans. Et en même temps, on sent cette espèce de mobilisation populaire pour arrêter l'extrême droite qui a eu lieu entre 1934 et 1936, puisqu'en 1934, on était un peu dans la même situation où maintenant on se trouve, avec la poussée énorme de l'extrême droite en Europe et en France. Donc, une situation qui paraissait bloquée, et elle s'est débloquée grâce à l'action, en particulier de gens comme Étienne Billière, qui n'ont jamais abdiqué quoi que ce soit de leur idéal et de la mobilisation populaire la plus large possible. Et en 1934, on voit apparaître des cortèges où les socialistes, les communistes qui s'étaient empaillés alors de façon excessive dans les années 20, ils se retrouvent quand même pour faire barrage au fascisme qui montait à ce moment-là. Voilà. Donc Billière, finalement, est toujours aussi pertinent aujourd'hui, en fait. Bon. Eh bien, à vous. Et de là, on va prendre les questions. Et je peux, si vous le souhaitez... Mon éditeur... Oui, c'est une petite question. Donc, voilà, vous avez parlé d'une cité qui est à côté du Grand Rond, et elle existe encore. Ah oui. Mais je ne la vois pas. Oui, c'est l'allée des Soupirs. Ah, allée des Soupirs. Allée des Soupirs, mais il y a plusieurs rues. C'est quand même assez énorme. Depuis le Grand Rond jusqu'au canal. Tout ça, c'est cette cité qui a été faite par Montariol et Armand Henry. D'accord. À cette époque-là, qui a été entretenue, ce sont encore des HLM. Il y a beaucoup d'employés municipaux. Il y en a 2 ou 3 de cette époque. Il n'y a pas que des employés municipaux. D'accord. Alors, il ne s'agit pas d'une question, mais ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit et expliqué, parce qu'en fait, ça replace dans le contexte ce que moi j'ai découvert de Billière. Je ne suis pas de Toulouse et je suis historienne de l'art, et donc je m'intéresse beaucoup aux arts en général. Et comme il y a une association Art Déco à Toulouse, j'en fais partie. Et grâce
aux Arts Déco. Je me suis intéressée donc à l'histoire de ce maire visionnaire aussi pour ça. Lui qui est très motivé par la mixité à l'école, mais aussi le fait dans les logements, comme vous l'avez dit, mais aussi que les arts soient présents partout dans la ville. Et c'est vrai qu'il y a de très belles, à une époque où il y avait moins d'argent que maintenant, il y a des très belles réalisations à Toulouse, que ce soit la bibliothèque du patrimoine, que ce soit la bourse du travail, que ce soit les bains et douches. Les écoles, il y avait des mosaïques. Les écoles primaires ont été construites à cette époque-là, hein, et vraiment, et sont art déco, presque toutes. Et donc vraiment, merci pour votre information, votre travail sur cette histoire. Et moi, je vous remercie. Et j'invite les gens à aller découvrir, s'ils l'ont pas encore fait, tous ces beaux bâtiments art déco de la ville de Toulouse. Merci, madame. Construite. Et alors, il laissait libre les architectes. Il donnait bien sûr des orientations. Absolument. Hein, parce que c'est normal par rapport à ces objectifs que vous avez cités. Et surtout, mais les architectes que vous avez cités ont fait un magnifique travail dans ces lieux. Et surtout, il a assuré des financements en engageant la ville elle-même qui a voté des crédits énormes, mais l'État ensuite a été obligé de compléter. Et alors, en 1929, ça aussi, politiquement, c'était remarquable. La droite était revenue au pouvoir. Le cartel des gauches a emporté en 24, mais vous avez Poincaré qui revient en 1926, puis Tardieu en 1929. C'était pas la gauche. Hein. Mais au Parlement, il y avait quand même Auriol et Bedouce qui défendaient un petit peu les demandes de Toulouse. Et puis, il y avait des engagements pris qui faisaient qu'il y avait des lois qui obligeaient l'État à financer, à compléter le financement, à additionner. Et je crois qu'il a fait voter des crédits pour 10 millions de francs par la ville de Toulouse. Et l'État a fourni 40 millions de plus, étalés sur un grand nombre. Mais après, il y a eu la guerre, il y a eu l'inflation galopante, tout ça. Ça aussi, ça a été une chance dans le malheur qui a fait qu'on s'est libéré des emprunts assez rapidement, quoi. Donc, je crois qu'il a su donner la liberté aux architectes, mais aussi donner les moyens qu'il fallait pour réaliser les œuvres. Et je n'ai pas parlé, alors que j'aurais pu en parler, puisque ça m'a particulièrement intéressé, de l'équipement sportif du Ramier, le parc des sports, qui a été réalisé dans un temps record. La piscine Nakache, oui. Elle a été réalisée en 4 mois. En 4 mois. Il devait y avoir des équipes absolument formidables pour réaliser ça. C'était vraiment, et ça a été très bien perçu par la population, évidemment. Oui, pardon. Je voulais revenir, effectivement, vous avez dit que Étienne Billière a été élu au premier tour, donc c'était un sacré coup de force, puisqu'il y a seulement Dominique Baudis qui l'a réalisé ensuite dans les années 80. Donc, est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu aussi l'aspect socio-démographique de la ville de Toulouse, qui comptait, donc, vous l'avez dit, à peu près 250 000 habitants à l'époque. Voilà, comment un homme de gauche comme Étienne Billière a été élu au premier tour. Évidemment, c'est une ville beaucoup plus c'est-à-dire qu'il a été élu parce qu'il a proposé quelque chose de nouveau à ceux qui avaient été paresseux, disait-il. Dans le premier conseil municipal, le doyen d'âge a dit on a fixé les réunions municipales après le repas du soir. Comme ça, on peut travailler pendant la journée et puis les élus sont des gens qui travaillent. Et en disant, les radicaux, ils ne travaillent pas beaucoup, donc ils peuvent se réunir l'après-midi. Mais nous, non, on va se réunir le soir pour pouvoir continuer à être des ouvriers, des employés, etc. Bon, je crois que la popularité est à la fois positive et négative. Quand un maire apparaît comme paresseux ou insuffisant ou développant des directions, des mesures qui sont mal perçues, à ce moment-là, choisir notre maire. Bon, si on est content de ce qu'il fait, on continue avec l'équipe existante. Je
je crois qu'il y a aussi cette pesanteur et aussi évidemment le poids des employés municipaux. Alors là, je me suis penché sur le nombre d'employés municipaux qui a été augmenté. Il était de 2900 et il est passé à 3900. Ce qui est à la fois important, mais ce n'est pas démesuré. Pour faire tout ce qu'il faisait, il avait besoin d'un personnel municipal important. Et aujourd'hui, il doit y en avoir 10 000 ou plus, je ne sais pas. Mais enfin, la ville aussi a encore plus changé. C'est plus de 200 000, c'est 500 000 maintenant. Et la métropole. Pour compléter cette question, quel était le programme du candidat Billière? Il était vraiment innovant pour amener justement à être élu au premier tour et battre les radicaux. La première élection, je dirais que Billière était pas anonyme, mais enfin, il était 6e de liste au départ. C'est surtout Bedouce et Rieux qui ont fait un programme qui était un programme plutôt social, hein, un programme de promesses d'équipements municipaux, promesses d'assistance, de crédit pour les fourneaux économiques, par exemple. C'est Bedouce qui les avait créés déjà à l'époque où il était minoritaire dans l'équipe des radicaux. Donc, il y avait mais il n'y avait pas un programme d'urbanisme tel qu'il a été lancé, n'était pas prévu au départ. Hein. Ah oui, alors l'octroi, les socialistes réclamaient. C'est là-dessus que Bedouce avait été élu en 1906, pour la suppression de l'octroi. Mais comme l'octroi, vous savez ce que c'est l'octroi, c'est une espèce de douane intérieure, et avec beaucoup de perturbations dans la vie des gens, puisqu'il faut chaque fois s'arrêter à l'entrée de Toulouse. Bon, c'était normal d'essayer de supprimer, seulement c'était très difficile, parce que les ressources municipales venaient de l'octroi, en majorité, plus de 50%. Et alors, en 1906, Bedouce a été arrêté par la préfecture, par le préfet qui a dit non, c'est pas possible, je refuse. Vous savez que les communes étaient sous la tutelle des préfectures à cette époque-là, beaucoup plus que maintenant. Il y avait l'autonomie communale, avec les métropoles, tout ça, a progressé quand même, a permis de s'arracher à cette tutelle pesante de la préfecture. Mais Billière n'a pas pu supprimer les octrois. Ils sont restés. Ils sont restés parce qu'ils étaient indispensables à l'équilibre financier de la commune. Je voulais juste dire, pour rejoindre ce que vous avez dit, Carté a fait un très joli petit film sur le Toulouse Art déco de Billière et que vous pouvez voir ce petit film sur le site de l'association des Amis de Jaurès à la rubrique autour de Jaurès. Mais ça vaut la peine, allez-y. Oui, il y a quelques petites erreurs, mais c'est un bon film quand même. Et d'ailleurs, moi j'ajouterais aussi que dans ce qui a permis à Billière d'être réélu, dans ses programmes, en fait, il y a aussi, donc tu parles beaucoup de ses travaux, évidemment, des travaux qu'il a mis en place, mais justement, en fait, il a à cœur, alors que on est dans une phase de crise économique, justement par les travaux, de donner du travail. Et donc aussi, c'est ça qui fait qu'il est réélu. 4 000 emplois. 4 000 emplois, il a estimé lui-même. Dans le livre, vous verrez le lien entre Billière et la pensée économique de Keynes qui émergeait à l'époque. Voilà. Il y avait aussi peut-être une réflexion doctrinale de la part de Billière, mais qui n'apparaît pas dans les archives. On a eu du mal à trouver des textes, notamment... Si, dès 1920, dans le Midi socialiste, il y a plusieurs articles qui vont dans ce sens. Mais je ne suis pas historien. Non, mais d'autant plus que tu le dis toi-même, en fait, c'est un grand lecteur d'économie, en fait, Billière. Et donc, du coup, c'est pas du tout absurde. Alors, je vais pas faire semblant, je sais pas dans quelle mesure c'est plausible qu'il ait eu accès à du Keynes dans le texte, mais qu'il ait réfléchi et qu'il soit arrivé à des conclusions qui s'en approchent, qui sait. Peut-être par Josely, je sais pas, ou par Bedouce, c'était plus ouvert aux langues étrangères. Oui, en tout cas, ce que nous avons, c'est des immeubles magnifiques qui nous restent, comme des amis qu'on a à chaque coin de rue. Et je trouve ça extraordinaire qu'en 10 ans, il ait pu faire impulser tout ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est une gageure. En plus, avec des architectes de qualité, tu as parlé de Jean Montariol, donc, qui a fait la bibliothèque du patrimoine, un palais pour le peuple, c'était sa phrase. Et puis ensuite, Léon Jossely, donc, qui s'est inspiré de Sanche.
à Barcelone avec Cerda, et qui a fait entre autres à Toulouse la poste de Saint-Aubin qui a été restaurée, qui est magnifique. Et la façade de la Dépêche, rue Alsace, qui est signée Léon Jossely. Oui, bien sûr. Voilà, encore on le voit. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu donner toute sa mesure au point de vue urbanisme parce que il n'y avait quand même pas des ressources énormes. Et il y avait aussi beaucoup d'opposition parce qu'il voulait faire des percées, Jossely. Il voulait faire une percée depuis le Pont-Neuf jusqu'à la gare. Alors là, il y aurait eu pas mal de destruction d'immeubles. Et là, Billière a mis un peu la pédale douce, comme on dit. Et puis il y a eu la grande inondation de 1930, qui a été surtout funeste dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, mais aussi à Villemur, qui est dans la Haute-Garonne. Et il y a eu, je ne sais pas combien de morts, des destructions, etc. Toulouse y a échappé de justesse. Et alors là, on fleurit des projets de modifier le Pont-Neuf, de détruire une partie de l'Hôtel-Dieu et de modifier le Pont-Neuf. Alors là, je crois que Billière était un Cyprien, comme on dit. Il a quand même. Hein. Bon, il a eu peur que son père se retourne dans sa tombe, sans doute. Mais aussi, c'était un peu démentiel de vouloir bousiller le Pont-Neuf et l'Hôtel-Dieu. C'est pas possible. Bon. Et quelque part, en fait, d'ailleurs, là, dans une certaine mesure, il s'est fait le précurseur du comité de défense des berges de la Garonne, puisqu'il a refusé de laisser Jossely faire des percées qui, ça, pour le coup, c'est dans mes recherches que je l'ai vu, qui étaient pour préfigurer l'arrivée de l'automobile, quand même, aussi. Hein, et alors, Jossely s'est replié un petit peu sur l'architecture, parce que c'était aussi un excellent architecte. Et il a fait plusieurs réalisations architecturales. Et puis, il est mort jeune, il est mort à 60 ans aussi, comme Billière. Et d'ailleurs, au passage, vous disiez, madame, après, je sais qu'effectivement, est-ce qu'on pourrait pas dire quelque part plutôt que la seule raison pour laquelle on n'a pas oublié Billière, c'est parce qu'on lui a laissé des pierres, plutôt parce qu'il a laissé des pierres. Justement, c'est ce que tu mets dans ton livre, cette phrase de Pierre Cohen qui, quelque part, sans vouloir être désagréable avec Pierre Cohen, mais réduit Étienne Billière à un bâtisseur. Alors qu'en fait, et justement, c'était un petit peu ce qu'on avait à cœur de faire un peu dans cette rencontre, c'est rappeler que c'est pas juste il a contribué, mais c'est pas juste un constructeur. Parce qu'il est quand même. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 14 juin 2025 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Rémi Pêche à l'occasion de la parution aux éditions Midi-Pyrénéennes dans la collection Cette année-là à Toulouse, 1925 Étienne Billière, un maire visionnaire au Capitole, réalisé et mis en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.